Je me fous à quelle vitesse ça va. Moi, ce que je veux, c'est comprendre. En fait, client, t'as pas d'oseille. Ben, en fait, t'as pas besoin d'être un génie, en fait, pour super bien réussir. Puis ça va bien se passer. Les études, mon fils, les études, c'est important, les études. En fait, t'es un bouche-trou. C'est que pour moi, un cours de maths, c'est une œuvre d'art. Tu te prends une claque dans la gueule. Tu provoques un stress par ta seule existence. Et je fais, mais si, moi, je vais pas aller à la fac et se faire. Retire. Bienvenue. Je réalise une petite introduction parce que, comme tu viens de l'entendre, je n'étais pas seul pour cet épisode, j'étais en compagnie de Max, un professeur particulier en mathématiques. Max a eu un parcours d'études assez atypique, il a fait une année de PCSI, il a bifurqué vers l'université, il a fait un master avec plein de débouchés, mais il ne s'en est pas servi et a continué son activité de professeur particulier en mathématiques. Aujourd'hui, il s'est fixé un objectif ambitieux, il veut préparer l'agrégation externe de mathématiques, et donc, je discute avec lui de son parcours, de ce qui a animé ses études, du pourquoi il s'est attaché à l'enseignement des mathématiques, les difficultés qu'il rencontre aujourd'hui, l'importance des rencontres humaines au-delà de toute considération académique, et je pense que c'est tout. Je te laisse en notre compagnie, et je te souhaite une bonne écoute. Donc, Max, on va dire que tu as une existence mystérieuse parce que tu passes ton baccalauréat, tu fais une licence, tu fais un master de mathématiques en data science, de l'analyse de données. On se dit, mais où va-t-il ce garçon? Va-t-il passer l'agrégation de mathématiques? Va-t-il travailler en entreprise? Ben non, pas du tout. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé? Tu veux que je revienne depuis la création? Tu veux que je revienne depuis, tu veux que je depuis reparte ta d'où, en fait? conception. Non, je te dirais plutôt depuis tes études supérieures en mathématiques, avec quel état d'esprit tu les as abordées et comment ça se fait que ton histoire ne prend pas une tournure habituelle en fait à l'issue de ce master-là. Ok, donc j'ai eu mon bac à 18 ans, comme beaucoup de monde. Et j'ai fait, je sais pas si je te l'avais dit à toi, mais j'ai fait une année de prépa. Je t'avais peut-être pas dit, non? Non, non, J'ai fait non. une année de prépa, et d'ailleurs, c'est marrant, hein, PCSI. Donc tu vois que je me dirigeais plus de base vers la physique, déjà de base, parce que j'étais meilleur en physique qu'en maths. Et comme beaucoup de gens qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire dans la vie, tu as des notes correctes, tu vas vers une prépa. Je pense que c'est un cadre qui parle à beaucoup de gens ici sur cette chaîne. Et moi, je viens pas d'une famille tu vois, de gens qui ont fait ingénieur, des études scientifiques ou quoi, tu vois. Donc, mes parents, ils savaient que, bon, voilà, si t'es bon, tu vas faire prépa. Mais sans vraiment savoir ce que c'est la prépa, même moi, je ne sais pas trop ce que c'était la prépa. Il y avait juste des notes qui étaient correctes. Et surtout, ça t'évite de te poser trop de questions existentielles. Tu dis, voilà, je fais prépa, c'est, je sais pas quoi, voie royale, machin, et puis ça va bien se passer. Et déjà, j'étais pas un élève, j'avais des notes correctes, si tu veux, mais j'étais pas un élève standard. Si tu veux. J'étais folklorique. Donc, j'étais pas dans la grande discipline de travail, j'étais pas vraiment branché boulot. Après, on va se lâcher, hein, de toute façon, sur la vidéo. Donc, moi, après, j'étais très branché meuf aussi, j'étais à fond pour sortir et tout. Donc, je t'avoue, on n'est pas trop dans le contexte de quelqu'un qui va faire 3, 4, 5 heures de sciences physique et maths après les cours en plus, tu vois. Donc, pas élève standard, études scientifiques, et en plus, moi, je me suis rendu compte que, en fait, je savais pas ce que ça voulait dire être ingénieur. Je poursuivais une espèce d'objectif, je savais pas vraiment ce que c'était. Et en fait, j'ai vraiment été à l'écoute de mes intuitions et je me rends compte que en fait, j'étais en fait dans une quête mais un peu vide de motivation, en fait. Je n'étais pas vraiment motivé par le truc. Et donc, ça a été un peu une année un peu étrange, tu vois. J'ai juste fait des maths, en fait. J'ai travaillé les maths. Et tu vois, la chimie, ça commençait à me saouler alors que j'aimais bien aussi. Donc, si tu veux, je me suis rendu compte que j'étais à une place en PCSI. J'y étais sans vraiment être, on va dire, c'est pas motivé, mais appelé par cette voie, tu vois. C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que t'as jamais pensé que peut-être à l'issue de ce tunnel dans lequel tu te sentais pas forcément à l'aise, t'allais trouver, te révéler? T'as jamais pensé qu'au bout des 2 ans, t'allais peut-être trouver une ouverture? T'as pas vu la lumière au bout de ce tunnel-là, en fait? Je t'avoue que après, t'as les notes aussi qui vont avec. C'est-à-dire que si en plus tu travailles pas trop les autres matières, ok, les maths, ça allait, mais en plus tu commences à te taper des sales notes dans ce qui t'intéresse pas trop. Donc à un moment, je t'avoue que avec l'enchaînement des notes pas super correctes et en plus hein, une motivation
qui était en déclin. Je me suis dit, bon, écoute, soyons francs, t'as pas envie de faire ça du tout. Euh, et donc, c'est un peu une année un peu étrange, tu vois. C'est un peu étrange, tu vois, ma vie à ce moment-là. Et le hasard a fait que j'ai donné des cours particuliers de maths pour combler un peu l'ennui et pour combler un peu un malaise, tu vois. J'ai donné des cours de maths et je me suis dit déjà, tu vois, c'est de là d'où est venu déjà, je dirais, la supériorité de l'importance des maths dans ma vie par rapport à la physique. Tu vois. Si j'avais donné des cours de physique, j'aurais peut-être fait des études de physique, par exemple. Tu vois. Donc j'ai donné des cours de maths. Ça, quand tu es en plein échec, on va dire, quand tu es en plein échec dans quelque chose, faire quelque chose qui te valorise, ça te fait énormément de bien. Tu vois. Donc bah, j'ai donné des cours de maths. Je me suis dit, bon, bah, continuité du truc, va faire une fac de maths, va au moins apprendre spécifiquement la science que tu enseignes. On va partir là-dessus. Et c'est vrai que je me sentais plus cohérent vers des études de maths que des études, entre guillemets, générales d'ingénieur. Donc, je suis parti à la fac faire des maths. Je dirais, sans encore une fois d'objectif derrière. J'avais pas l'objectif de devenir professeur, par exemple, agrégé. Je n'avais pas l'objectif de faire ça. Donc j'ai fait des études de maths parce qu'il fallait que je fasse des études, sinon mes parents ils auraient pas accepté. Je les ai faites. Je les ai faites, on va dire, j'ai fait ce qu'il fallait pour valider les examens, mais ma vie c'était beaucoup mes cours particuliers. C'était beaucoup un peu voilà, la vie d'étudiant. J'avoue que j'ai pas mal kiffé. Il n'y avait pas il n'y avait pas derrière un objectif spécifique. Et quand tu es un peu glandé dans tes 2 premières années à la fac, parce que moi je suis reparti de la L1, quand tu glandes en fait à ces moments-là, en fait tu te rends pas compte, mais tu te tires une balle énorme, 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 énorme dans le pied, parce que toutes les fondations que tu apprends entre guillemets de manière stricte en prépa, eh bien tu fais ces mêmes chapitres, mais tu les fais un peu à la ZEP, tu vois. Tu parcours les notions sans vraiment t'obliger à les maîtriser, et tu rentres en L3, donc où ça va nécessiter ben, toutes ces notions, tu vois. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, tu as juste appris à faire des TD. Tu n'as pas vraiment appris spécifiquement à raisonner, tu vois. Et là, quand tu te retrouves avec la topologie, la théorie de la mesure, il faut manipuler les epsilon, etc. Il faut appliquer des raisonnements bien logiques, bien construits, et que tu n'as pas appris à le faire proprement depuis que tu es rentré à la fac, tu te prends une claque dans la gueule. Et là, il a fallu réfléchir, si tu veux. Il a fallu réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire de toi, mon petit Max, tu vois. Et moi, j'étais prêt à devenir sérieux, si tu veux, mais j'avais trop de lacunes. Alors, à un moment, j'ai fait un truc marrant. Je me suis fait, bon, où est-ce qu'il y a le moins besoin entre guillemets, de précédent? Bah, j'ai regardé l'aléatoire, tu vois. Et donc, je me suis, j'ai bossé dur en L3, j'ai eu un peu ma L3 un peu à l'arrache, tu vois. Et en M1, M2, je suis parti vers l'aléatoire qui nécessitait moins, un petit peu quand même, mais moins de bagages théoriques. En plus, c'était, bon, je vais pas dire que c'était calculatoire, hein, mais ça restait pas mal calculatoire par rapport à des théories, si tu veux, qui sont très abstraites. Tu vois, la théorie des groupes, si tu veux, c'est moins abstrait, c'est plus abstrait, c'est beaucoup moins calculatoire que l'aléatoire, quoi, que les estimateurs, que tout ça. Et donc, je suis parti par là, plus pour, entre guillemets, échapper aux difficultés théoriques qui provenaient de mes lacunes, et puis parce que c'est vrai que moi, j'aimais bien un peu les maths en pratique, tu vois, j'aimais bien un peu voir. C'est vrai que l'aléatoire a cette particularité, c'est que l'aléatoire, c'est quand même assez concret quand même. Tu vois, Et donc voilà, je suis parti vers l'aléatoire. Après, j'avais aussi un très bon ami qui allait vers là. On a beaucoup travaillé ensemble, donc c'était voilà, il fallait que je termine mon master. J'avais envie d'être avec mon pote. En plus, on a beaucoup travaillé ensemble, tu vois. Voilà, je l'ai fait pour ça. J'ai pas vraiment un amour de fou pour les probas ou les stats. J'avais pas forcément un objectif derrière d'aller faire tel ou tel métier, mais c'était l'occasion de finir mon parcours de maths et on va dire de survivre à la fin de mon parcours de maths, tu vois. C'est exactement le mot qui me vient en tête. Tu évoques vraiment cette idée de survie, en fait, de dire tu t'embranches
dans ces classes préparatoires, tu te rends compte que ça va pas le faire dans certaines matières, tu bifurques un peu vers la fac. En L3, tu te rends compte qu'il y a des lacunes. Du coup, quel parcours nécessite le moins de lacunes, les probabilités. Donc en fait, t'es là, t'esquives les balles, une à gauche, une à droite. Alors il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est que finalement, t'arrives quand même à faire 5 ans d'études supérieures. On pourrait croire, en tout cas à t'entendre, que t'as quand même des facilités en mathématiques, parce que t'arrives toujours à t'en sortir. Est-ce que tu dirais que t'as des facilités? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de travail? Ou comment le travail s'est réparti sur ces 5 ans? Parce que tu dis au tout début, il y avait la vie étudiante et tout. Est-ce qu'à partir de la L3, t'as vraiment mis un coup de collier ou pas? Comment tu dirais ça? Alors, moi, déjà, de base, j'ai aucune facilité mathématique. Mais vraiment, d'ailleurs, c'est marrant, mais tu sais, j'ai relu un de mes bulletins de CM2. Il y avait écrit Max va devoir faire des programmes mathématiques. Donc, tu peux même partir en fait d'un point de départ qui n'est pas du tout quelqu'un de doué. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui partent dans les maths parce qu'ils ont des facilités, tu vois, intrinsèques. Moi, c'est pas du tout le cas. J'ai un frère dont c'est le cas, tu vois. Lui, vraiment, il a des facilités vraiment, c'est un truc de fou, tu vois. Moi, ça a toujours été laborieux, toujours, mais il y avait un goût, il y avait une curiosité, il y avait une envie qui a permis si tu veux, de dépasser au fur et à mesure peut-être des lacunes de QI intrinsèque en maths, tu vois. Et donc ça, je dirais que je pars d'un point de départ qui n'était pas, c'était pas le feu, tu vois. Par contre, il y a quelque chose qui a énormément joué dans mon parcours. Ça a été décisif. C'est le fait, à 18 ans, de commencer à donner des cours. C'est qu'à 18 ans, quand j'ai commencé à devoir expliquer à des gens, puis j'ai pas fait beaucoup de troisième, quatrième, cinquième. J'ai fait directement commencer à donner des cours un peu sur la seconde, la première, la terminale. J'ai dû expliquer aux gens. Donc, j'ai dû apprendre à moi-même me rendre les choses super claires. Et en fait, je pourrais te dire que les cours que j'ai donnés à 18, 19, 20 ans, ils m'ont, ils m'ont apporté quelque chose sur le plan mathématique d'incroyable. J'ai appris en fait à vraiment faire des maths, non pas à la fac, dans les TD ou quoi que ce soit, parce que je les faisais histoire de les faire et c'était pas un travail vraiment. J'étais pas à fond dedans. Par contre, j'étais à fond dans mes cours. Le fait d'avoir été à fond dans mes cours, de me mettre une énorme exigence en termes de rigueur, de rédaction et tout, en fait, j'ai comblé des, un QI mathématique qui est pas incroyable. J'ai appris à rédiger. J'ai appris donc en rédigeant, bah, en me posant des questions de raisonnement. Donc, si tu veux, j'ai comblé certaines lacunes de, non pas lacunes, c'est pas le bon mot, une faiblesse intrinsèque par l'enseignement et par le fait d'apprendre à rendre les choses claires. Donc en fait, j'ai appris à rendre les choses claires pour les gens et donc j'ai appris à ne pas me mentir en fait. Et je me rends compte qu'un des problèmes principaux des gens en maths, c'est qu'ils mentent. En fait. Ils se mentent, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils comprennent. Et les gens pensent qu'ils comprennent, ils pensent qu'ils sont en train de comprendre ce qu'ils font et en fait pas du tout. Et ça, tu vois, j'ai pas que j'étais le mec qui allait trouver les meilleures questions à prise d'initiative et tout, mais j'étais le mec, et je suis toujours le mec qui, quand il écrit quelque chose, il sait que si ce qu'il écrit est correct ou pas. Tu vois. C'est marrant parce que finalement, ta plus grande chance dans cette histoire, c'est d'avoir commencé à enseigner les mathématiques parce que tu me dis en fait que avec les exigences de savoir-faire qu'il y a des examens usuels, t'atteins un état de connaissance a priori superficiel, mais effectivement, quand tu es en face d'un élève qui va te poser une question dès que tu montes la moindre faille, dès que tu vas un peu trop vite, dès que tu dis que A implique B mais que tu n'es pas passé par une étape intermédiaire, effectivement, ça te permet de bâtir un ensemble de connaissances qui est beaucoup, beaucoup plus résistant. Et tu as tout de suite... Après, donc du coup, il y a de la chance d'avoir commencé à enseigner, et deux, que tu te sois toujours dit que tu voulais le faire bien aussi. Tu as été très exigeant sur la manière dont tu donnes des cours, ce rapport à l'effort, ce rapport au travail que tu veux faire bien pour les autres. Ça, t'as toujours été comme ça? Tu trouves une origine à ça? Parce que c'est pas tout le monde qui se dit je donne un cours particulier, donc je dois être impeccable, je dois faire les choses vraiment, répondre à toutes les questions. Je sais que toi, en tout cas, tu t'imposes ça. Est-ce que ça a toujours été là ou... J'ai toujours voulu faire les choses, j'ai toujours fait les choses mieux pour les autres que pour moi. C'est bizarre, hein, mais et je suis pas quelqu'un de spécialement altruiste. Hein. Je suis même, enfin, si on fait de la psychologie à deux balles, je vais dire que j'ai pu faire d'excellents cours et je fais d'excellents cours par une forme de narcissisme parfois, qui consiste à me dire, je suis en face de quelqu'un, il me paye, il me fait confiance, je dois me dépasser. Voilà. Donc,
moi, par exemple, je te donne un exemple. Je suis pas quelqu'un de base qui avait une belle écriture. Je suis pas quelqu'un qui écrivait bien. Je suis pas quelqu'un qui écrivait même droit, tu vois. Et ben, quand j'ai donné les cours, je me suis obligé à écrire bien. En fait, j'ai même changé mon identité, si tu veux. Je suis passé d'une identité de quelqu'un qui était un peu brouillon. J'ai encore des exemples de copies que j'avais au lycée, où j'avais carrément des commentaires sur il faut améliorer la rédaction, il faut améliorer potentiellement même l'écriture. Et ben ça, c'est devenu un point fort. Et c'est devenu un point fort parce que le fait d'être passé d'élève à pédagogue, ça a changé des choses dans mon identité, dans mes cours particuliers, et qui se sont transférés dans ma manière de faire des maths après en tant qu'étudiant. Et d'ailleurs, je vais te dire, d'ailleurs, c'est un des défauts. Des fois, je vais peut-être un peu critiquer la fac, là, un petit peu dans la vidéo, mais je pourrais critiquer la prépa aussi. Hein. Il y a des choses sur lesquelles ils sont très critiquables. Hein. En tout cas, par rapport à la fac, on t'apprend pas à rédiger. On t'apprend pas. Alors qu'en prépa, franchement, tu auras un brouillon, on peut te mettre zéro à la copie. Franchement, on peut ne pas accepter la copie. Tu as des DM à faire presque toutes les semaines. Tu es soumis, je dirais, à une obligation quand même de présenter quand même quelque chose de correct. Et sinon, tu vas être pénalisé, quoi. Alors qu'à la fac, bah, on t'apprend pas spécialement à bien rédiger. On t'apprend pas spécialement à bien manipuler le vocabulaire logique, etc., que tu fais un petit peu en prépa quand même, tu vois. Donc, moi, ça, je l'ai pas appris à la fac. Je l'ai appris dans mes cours particuliers. Je l'ai transféré après euh, à moi en tant qu'étudiant, mais c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'intérieur, si tu veux, de mes études. C'était pas quelque chose que j'ai trouvé existant. Et tu vois, après, quand j'ai été allé à des consultations de copie, j'ai eu énormément de commentaires qui étaient, mais franchement, votre copie, c'était une des meilleures, enfin, une des meilleures dans le sens de la rédaction. C'était pas la meilleure copie. C'est peut-être pas toi qui a résolu le plus des questions. C'est peut-être pas toi qui a résolu la question à prise d'initiative de fou. Mais c'est peut-être sur le global. C'est peut-être toi qui as mis tous les arguments dans tes démonstrations. C'était toi qui as vérifié la validité des théorèmes à chaque fois. Et ça a eu un poids énorme au final. Donc, sans être quelqu'un d'hyper intelligent, et je ne le suis pas du tout dans les maths, mais je mettais une rigueur dans le fait de faire des mathématiques qui m'a permis quand même de bien me débrouiller, malgré, je te dis, pas des compétences non plus incroyables, quoi. Je pense on comprend bien ton parcours et on comprend comment ton exercice en tant que professeur a changé une trajectoire qui aurait pu être celle d'un étudiant standard qui se contente de passer ses TD. Ça s'entremêle, donc ça aboutit à ton master, quoi. Donc tu as ton master. Qu'est-ce qui se passe ensuite, du coup? Parce que là, tu as quand même plusieurs années d'expérience en tant que professeur particulier. Ton master, la spécialité que tu as choisie, t'offre quand même beaucoup d'opportunités dans le monde de l'entreprise. À ce moment-là, est-ce que tu te souviens de ce que tu faisais pendant l'été, en fait, à l'issue de ton master? Qu'est-ce que tu te dis, en fait, à ce moment-là? Et pendant l'été, tu es en stage. Tu es en stage. Tu es en stage en entreprise pendant 6 mois. Et là, je vais essayer de rentrer un peu dans la psychologie. À ce moment-là, c'est la première fois de ma vie où je me sens adulte, mais dans le mauvais sens du terme. Il faut aller au boulot, il faut aller faire ses heures. Et ça, je l'ai ressenti, ça m'était très étranger, tu vois. Et, euh, et ça, c'était pas une sensation hyper agréable, tu vois. Parce que aujourd'hui, hein, quand je vais faire un cours particulier, j'ai jamais l'impression d'aller travailler. Alors, parfois, bon, il faut se lever, parfois. Parfois, des fois, t'as pas des élèves qui sont toujours très bosseurs. Donc, c'est pas toujours le feu. Mais j'ai jamais l'impression de me dire qu'il faut que j'aille bosser. Et quand j'allais au stage, j'avais cette sensation. Et je me sentais adulte, mais dans ce qu'il y a de mauvais, si tu veux. Dans le fait de l'obligation de te dire je dois faire ceci. Et ça, c'était pas une sensation agréable. Euh, et tu vois, par exemple, moi j'ai eu beaucoup d'amis qui sont partis en entreprise, ils ont le même âge que moi, ils ont pris un coup de vieux énorme. C'est usant. C'est vraiment, hein, le monde de l'entreprise est usant. Et j'en ai eu l'intuition, en fait. Je ne l'ai pas vécu hyper longtemps, mais j'ai eu l'intuition, j'ai eu le ressenti que c'était quelque chose qui pouvait me faire vieillir très fort. Tu vois. Et donc, déjà, il y a eu un malaise avec ça. Ensuite, bah, la data science, c'est beaucoup de temps, en tout cas quand tu débutes, hein, c'est beaucoup de temps à coder.
c'est beaucoup de travail informatique, à coder. Et moi, personnellement, j'aimais bien les maths, mais passer la journée à claquer du Python, perso, hein, c'était pas trop mon délire. Et là, ça allait être que ça, hein. Franchement, taper des preuves, des théorèmes et tout, non, 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 c'est tu vas pisser du Python, tu vois. Et donc ça, c'était pas fou. Et puis un élément de caractère intrinsèque, c'est que moi, je suis un mec qui dit des conneries, qui fait des conneries, qui, euh, qui a un langage parfois qui peut être un peu, qui n'est pas un langage châtié, tu vois ce que je veux dire. Et donc ça, dans le milieu de l'entreprise, ça aurait fini par me porter préjudice. Et donc j'ai eu l'intuition que ben fais ce qui te rend heureux. Voilà, fais ce qui te rend heureux. Je sais que j'étais bon pour faire les cours. Je sais que les élèves dont je m'occupais, euh, je leur apportais quelque chose, que j'étais bon dans ça, que je serais probablement pas très bon comme salarié. J'en avais vraiment l'intuition. Et je me suis dit, fais ce sur quoi tu es doué. Voilà. Il y a pas, franchement, il n'y a pas grand-chose dans lequel je suis doué dans la vie, hein. Mais les cours, j'ai au moins cette aptitude. Voilà. Probablement que comme salarié, j'en avais une moyenne quoi d'aptitude. Donc du coup, tu me dis, ça fait 15 ans que tu exerces en tant que professeur particulier. Je pense qu'on s'imagine pas forcément quand on est lycéen déjà que on peut vivre de ça pendant 15 ans. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as vécu comme expérience? Qu'est-ce que tu as vu? À quel profil d'élève tu t'adresses? Qu'est-ce que tu as appris, pendant ces 15 ans d'exercice? C'est quand même une grande expertise. Tu as dû voir des élèves en difficulté, des élèves très forts, des gens qui avaient des difficultés, qui pensaient mathématiques et qui finalement n'étaient pas mathématiques, et cetera. Qu'est-ce que tu pourrais en dire même à un Max imaginaire, qui est en train de rater, spectaculairement sa première année de prépa et de lui faire entrevoir un peu, ton futur finalement, ce que tu as vécu toi aujourd'hui? Je pense que la plus grande révélation que ça a été, c'est que je pense que je fais ça plus par goût pour l'échange. Je préfère plus enseigner que spécifiquement faire des maths. C'est que si j'avais su faire autre chose, euh, par exemple, à un moment, je me suis vachement intéressé à la muscu, tu vois, au sport. Eh bien, j'aurais pu trouver probablement le même plaisir à coacher les gens en sport. Tu vois. Mais je l'aurais fait de la même manière, c'est-à-dire, je l'aurais fait vraiment, c'est pas en disant aux gens, faites ceci, faites cela, vraiment essayer de leur faire comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Tu vois, j'aurais été bon en musique, bon, bah, je connais rien en musique, mais je suis sûr que j'aurais pu transférer ce plaisir. Je dirais que donc la chose la plus incroyable, c'est que je me suis rendu compte que c'était l'échange avec les gens que je préférais et tout le périmètre autour, c'est-à-dire euh, je vais choisir des gens que je vais sentir. C'est-à-dire que humainement, je vais apprécier. Je vais vraiment pas prendre de gens que je ressens pas. Et d'ailleurs, ça part déjà d'un premier échange avec les parents. Les gens, tu regardes comment ils s'expriment, comment ils te parlent, leur vocabulaire, et tu sens tout de suite à quelle teinte, à quel type de personnalité tu as pas. Et j'ai appris à ne pas me forcer, c'est-à-dire à ne pas vouloir travailler avec, ne pas travailler avec des gens que je, que je ne sentais pas. Donc déjà, ça développe énormément d'intuition sociale sur les gens. Tu développes beaucoup d'empathie. Beaucoup d'empathie. Tu, euh, tu vas, après, tu es un gamin de 18 ans qui va chez des inconnus pour leur expliquer les maths. Et tu progresses aussi en sociabilité, j'ai envie de te dire. Donc, moi, sur l'aspect humain, ça m'a énormément modifié. Tu vois, je te disais, ça a changé des choses sur mon identité, le fait d'apprendre à bien rédiger, à bien écrire, à bien expliquer, mais ça a aussi changé des choses en termes d'identité, tu vois, en termes de lien avec les gens. Tu vois, tu développes en fait ces capacités. Et puis aussi, ça t'apprend, enfin moi, ça m'a peut-être une aussi des grandes révélations, c'est que pour moi, un cours de maths, c'est une œuvre d'art. Quand je vais chez quelqu'un, quand je lui donne un cours, pour moi, c'est une œuvre d'art. Le moment qu'on va passer là, la manière dont je vais lui expliquer cette notion, c'est figé à l'instant T dans le présent. Demain, si je l'explique à quelqu'un d'autre, ce sera probablement autrement. Et donc, c'est faire des moments de 2 heures, tu vois, qui sont uniques, uniques, qui sont là entre cette personne et moi. Je vais m'adapter à sa psychologie. Je vais lui présenter les choses en fonction de l'intuition que j'ai de cette personne. Et ça va être un moment spécial. On va se marrer parce que franchement, moi, si je me marre pas, ça m'emmerde. Si je passe pas un bon moment, franchement,
je garde pas un cours si j'ai pas un bon moment, tu vois. Et donc, ça te rend créatif, moi, tu vois, qui n'est pas forcément une vibe artistique de base, hein, tu vois. Je fais pas de la peinture, je fais pas de la musique, tout ça. Mais c'est très artistique, en fait, un cours. Et puis aussi, d'itération en itération, de cours en cours, tu progresses dans ta capacité à amener les choses. Alors, des fois, c'est des tout petits trucs, hein, mais des fois, tu vas trouver un exemple que tu dis, mais cet exemple, il est vraiment bien. Cet exemple, je vais vraiment le garder. Donc, tu vas le garder. Puis, il y a autre chose que tu vas l'enlever. Et donc, finalement, tu converges au fur et à mesure des années, des élèves, vers un cours qui est très différent, finalement, de la manière dont tu l'expliquais au départ, et qui est de plus en plus, je ne vais pas dire complet, je ne dis pas qu'il contient de plus en plus de choses, mais il est de plus en plus facile et agréable à suivre. Et en même temps, il est modulé, tu vois, par élève. Donc, ça t'apprend un petit peu à faire quelque chose d'unique pour quelqu'un et à comprendre la psychologie de quelqu'un et faire un truc beau. Voilà. S'il y a du beau, vraiment, pour moi, c'est que les maths, c'est un peu une matière un peu désincarnée comme ça, quand on n'est pas. Quand on n'a pas le don pour les maths, parce que je pense qu'il y a un don pour les maths, tu vois. Quand tu n'as pas ça de base, eh bien, l'amener à quelqu'un, le proposer de manière belle, de manière intéressante, en y mettant un peu ta personnalité, ton style et tout, tu peux rendre quelque chose de pas forcément beau de base, tu vas le rendre très beau. Est-ce que c'est assez troublant, hein, j'en profite pour te dire que ce champ lexical que Toi, ça tu doit te emploies, parler, je c'est pense que ça te parle. Je pense que ça bah, te parle. c'est énormément. Enfin, j'aurais pu prononcer les phrases que tu as prononcées, ça fait vraiment bizarre. Et non, je me demandais, du coup, tu disais quand tu étais allé dans cette entreprise en stage, tu avais senti le côté adulte, mauvais côté. Est-ce qu'à ces moments-là, est-ce que le mot adulte te venait aussi en tête, mais cette fois le bon côté d'aller chez les gens? Est-ce que tu t'es senti adulte à ce moment-là quand tu allais chez les gens, proposer tes enseignements, etc., créer ces œuvres d'art, ou pas spécialement? Est-ce que ce mot-là est venu? Bah, à la fois, je le fais de manière extrêmement sérieuse sur le fond. C'est-à-dire, sur le fond, quand je fais un cours, je suis extrêmement sérieux sur ce que je fais. Autant sur la forme, j'adore rigoler. Je discute beaucoup avec les gens. Je, j'ai pas du tout j'ai l'impression d'aller me marrer. En fait, j'ai l'impression, si tu veux, après, ça fait un peu ouf, hein. Moi, j'ai l'impression d'être un peu une rockstar, tu vois, qui va aller faire un spectacle. Et donc le spectacle, tu le fais bien, tu vois, tu le prépares ton spectacle, mais c'est une fête. Pour moi, c'est un moment de plaisir. Tu vois. Je vais venir, je vais raconter deux, trois conneries, deux, trois blagues, on va se marrer. En plus, j'aime bien discuter en plus avec les parents, tu vois. J'aime bien, on a des discussions quand ils sont marrants, j'aime bien, tu vois. Donc, c'est pas un moment sérieux. Je le prends pas au sérieux. Voilà, en gros, c'est ça que je veux dire. C'est que je le prends pas au sérieux sur la forme. Sur le fond, je le prends très au sérieux. C'est-à-dire, quand je fais un cours, je le fais vraiment du mieux que je peux, mais ça va être très détendu. Et donc, c'est fun. C'est compréhensible parce que, en fait, quand on parle de sérieux, il y a un peu le mot indigeste qui vient avec. C'est-à-dire que s'il y a aucune accroche, si au niveau émotionnel, c'est le calme plat, ça favorise pas du tout la mémorisation, ça favorise rien du tout, quoi. Puis en plus, ça paraît pénible, ça pompe de l'énergie, on se demande quand est-ce que ça finit, on regarde l'heure. Je sais pas, je suppose que comme moi, tu vois pas tellement le temps passer, quoi. Quand tu es dans un cours particulier, t'es étonné de la vitesse à laquelle le temps défile, quoi. Non, tu ne vois pas le temps passer quand tu as un bon feeling avec la personne. Donc on parlait un peu avant et tu parlais de ton amour pour la vie étudiante et pour les activités, on va dire, extra académiques, notamment la séduction de la Oula. gente féminine. À quel moment, parce que je suppose qu'il y a quand même des entremêlements, c'est-à-dire que dans la capacité à avoir une conversation avec une belle inconnue, de manière à ce que la sauce prenne dans un certain sens, et de l'autre côté, de manière à mettre en confiance un élève, de parler aux parents, de montrer ta valeur, etc., d'arriver... Il y a une question de forme, en fait. Il y a un fond que tu veux faire passer, et il y a tout un travail sur la manière dont tu vas amener un fond en mettant un prime dessus, en l'éclairant d'une belle lumière, etc. Est-ce que c'est des choses que tu as rapprochées mentalement directement ou pas? Ou qu'est-ce que tu en dis de ça? Donc, en fait, toi, tu me demandes s'il existe un parallèle, et si oui, lequel, entre la séduction et le fait de vendre ses services. Et il y a un parallèle. Il y a plusieurs parallèles. Alors, ça va être un peu tendancieux de ce que je vais dire, mais tu vois, la première fois que j'en ai eu conscience, c'était un truc tout bête, vraiment tout bête. Un truc tout con. C'était sur un site Superprof, pour pas le nommer, où, où on peut me trouver. Voilà.
Et moi, j'aime bien toujours savoir pourquoi les gens me contactent. Pourquoi? Finalement, il y a plein de profils, il y a plein de tarifs, il y a plein de textes. Donc, pourquoi vous venez me voir en particulier? Moi, j'ai besoin que les gens eux-mêmes me fassent comprendre pourquoi moi. Je donne un exemple. Tu te souviens du premier texte que je t'ai écrit quand je t'ai contacté? Parce que moi, je t'avais proposé qu'on travaille ensemble. C'est quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie, écrire à quelqu'un pour lui demander en maths une aide. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que dans ta manière d'être, dans ta manière d'approcher les maths, dans les interviews que j'ai entendues de toi, parce que j'ai écouté beaucoup de tes interviews, je me dis, cette personne n'a pas besoin de faire un texte de vente, je raisonne avec cette personne. Donc, s'il y avait une personne, c'est pas pour se lancer des fleurs, hein, que j'aurais contacté pour mon histoire, par exemple, d'agrég, c'était toi. Tu vois, tu n'as pas eu besoin de me vendre quoi que ce soit. Mais pour moi, c'était naturel de me dire, je raisonne avec son identité. Bah, je pense que quand tu présentes un texte euh, où tu présentes tes services, qui tu es, ce que tu fais, tu donnes un peu un avant-goût de qui tu es. Tu donnes un avant-goût de ta personne, de ta vision des choses, etc. Moi, je pensais que c'était ça qui séduisait, en fait. Moi, je pensais que c'était ce que j'avais écrit qui allait compter. En fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, c'est votre photo. Tu vois, donc déjà un truc tout con. Mais pour moi, et je te le mets en parallèle de ce que mes élèves me sortent souvent de leurs profs. Ils me disent, les gars, ils viennent pas bien habillés. Parfois, l'hygiène, c'est pas un truc de fou, tu vois. Donc ça, si tu veux, la forme, comment tu t'exprimes, comment tu t'habilles, à quoi tu ressembles, déjà, ça joue. Déjà. Parce que je crois qu'on en avait parlé en privé. On parlait du privilège, là, du physique et tout. L'effet de halo. Déjà, l'effet de halo, je ne dis pas que je suis un beau gosse ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est que ça a un effet. Ça a un effet dans toute relation humaine. Donc déjà, sur le plan ne serait-ce que de la forme, c'est un effet énorme. Ensuite, il y a les gens, ils veulent aller avec quelqu'un qui sait qui il est et où il veut les mener. Donc, si tu veux, tu retrouves, on pourrait dire en séduction, le principe de frame, c'est-à-dire quelle est toi, ta vision, avoir une philosophie, avoir un cadre à soi. Et les gens, ils sont libres ou pas de raisonner avec ce cadre. Ils sont libres ou pas. Mais au moins, tu en as un, si tu veux. Et donc, ben, quand tu as une identité forte, eh bien, oui, ça joue. Et tu retrouves, et c'est une belle chose de la séduction, parce qu'en séduction, il faut une identité, il faut une incarnation. Eh bien, dans les cours, je pense qu'une identité, une incarnation, c'est super important. C'est ce qui fait que les gens ont envie de te suivre et te font confiance. Donc, tu vois, c'est des choses de la séduction, ça. Après, par exemple, sur la forme, ta manière de présenter les choses, l'écriture, ta manière de parler, ça va énormément jouer. Souvent, moi, j'ai des parents, ils connaissent rien aux maths, mais rien du tout. Par contre, ils voient ce que j'écris. Ils voient comment je présente les choses. Et, et ils m'ont dit, mais limite, j'ai presque envie de faire des maths pour voir ce que c'est, quoi, en fait, parce que c'est beau, en fait. Donc, j'irais une identité forte, une manière de bien présenter les choses, soi-même être sympa. Je pense être sympa, c'est super important. Alors, ta sympathie, tu la doses, en fait, en fonction des gens avec qui tu es. C'est-à-dire que il y a des blagues que je vais faire avec certains élèves, je ne vais pas la faire avec d'autres. Il y a une adaptation, en fait. Tu pourrais dire une intelligence sociale, en fait. Bah, voilà, tout ça, je l'ai un peu appris à force d'aller rencontrer des inconnus dans la rue, dans la vie, quoi. Voilà. Non, c'est super marrant parce que quand j'étais étudiant, c'est vrai que j'ai pu, on va dire, maintes fois déplorer des polycopiés où je me disais, mais c'est pas possible de faire quelque chose d'aussi laid, ça, ce qui donne pas tellement envie. C'est du noir sur du blanc, c'est écrit avec une police illisible. Et effectivement, tu dis, bah, j'ai pas envie d'y aller. Et c'est pour ça que j'ai passé pas mal de temps à essayer de faire des vidéos les plus belles possibles. Alors, oui, il y a le fond, mais je me suis dit, il faut aussi que quelqu'un qui soit repoussé, on va dire, par les mathématiques, se dise, c'est quoi, ça a l'air beau, par curiosité, même esthétique, je vais rester un peu,
Et je me dis, peut-être qu'après, le fond pourra passer, mais c'est certain que si la barrière extérieure, déjà, si l'emballage du cadeau, il est peu reluisant, tu ne vas séduire que des personnes qui sont déjà séduites par les mathématiques. Et dans la mission qui est la nôtre, en tout cas, de transmettre des connaissances, c'est une balle dans le pied assez incroyable qu'on se tire en ne prêtant pas soin à la forme. Quelqu'un qui est déjà acquis à la cause, bon, il va passer, en fait, il va passer outre, en fait. Et encore, moi, je t'avoue, les rares fois où j'allais en amphi, parce que j'allais pas souvent en amphi, je préférais travailler à la maison, les rares fois où j'allais en amphi, quand c'était pas bien écrit, quand ça partait un peu en couille là au tableau, quand t'es à gauche, t'écris à gauche, quand t'es à droite, t'écris à droite. Et moi, ça me rebutait, hein. Franchement, je te dis, j'aimais pas suivre un cours pas bien écrit. J'ai, je dirais que le fait de faire vachement gaffe, moi, à ma manière de présenter les choses, me rend aussi un peu faible dans ma capacité à accepter ce qui est pas bien présenté. Ça m'affaiblit, en fait. Aujourd'hui, j'aurais du mal à être élève avec quelqu'un qui déploie pas une forme correcte. Et c'est pour ça que j'accroche vachement, toi, tes vidéos. Parce que là-dessus, tu fais un truc vachement esthétique, vachement clean, mais même sur l'expression orale, hein. Franchement, tu as une super expression orale. Tu as vraiment travaillé la prosodie. Il y a une belle forme qui donne envie de se laisser glisser dans le fond. Et ça, c'est super important. C'est marrant parce que c'est une conscience que tu récupères aussi beaucoup en tant que vidéaste. Tu te rends compte que tu peux faire la vidéo la plus avec le fond, un fond merveilleux, etc. Si ton image, elle est pas terrible, que ton son, il est mauvais, que c'est trop long, ta vidéo sera juste invisible aux yeux des gens. Et c'est marrant parce on parle beaucoup là de sujets qui tournent autour du fond et de la forme, mais je pense qu'en tout cas, quand tu es professeur de mathématiques, le côté forme, il est extrêmement sous-estimé, même dans un parcours académique qui t'amène à être professeur de mathématiques. Tu es testé sur le fond, sur le fond, sur le fond. Alors oui, peut-être un peu sur la rédaction, tu vas me dire, c'est vrai que pour passer l'agrégation externe, il faut quand même avoir une rédaction qui tient la route. Mais ça va bien au-delà, tu me dis. Tu me dis que ça va sur la graphie, que ça va sur ton apparence physique, la manière de t'habiller, que les gens sont plus en confiance, donc du coup, ils sont plus réceptifs, et donc du coup, ça te rend meilleur prof. C'est ça, c'est assez drôle, mais on pourrait résumer ça comme ça. Le fait de s'habiller correctement, de savoir parler un français qu'on a plaisir à écouter, etc., ça fait de toi une personne plus apte à transmettre des connaissances mathématiques qui, a priori, n'ont rien à voir avec ta coupe de cheveux ou le parfum que tu te mets, quoi. Ça joue sur le respect qui est quand même fondamental. C'est déjà quelqu'un qui te respecte va plus facilement écouter ce que tu dis. Et ça va jouer sur, de manière générale, la crédibilité de qui tu es. Et donc, automatiquement, ça renforce déjà crédibilité globale. Et puis, ça renforce aussi. Enfin, je pense que quand il y a trop de barrières, notamment des barrières de forme, c'est de l'énergie diffuse, en fait. C'est de l'énergie qui part. Et toi, tu as envie de te concentrer sur les maths, en fait. Tu as envie de te concentrer sur le fond. Et si déjà, il y a une espèce de fatigue, déjà, de forme, c'est compliqué. C'est compliqué. Je te confirme que ça fatigue énormément. J'ai eu un professeur russe en Master 1, il en mettait partout, à gauche, à droite, le français avec un accent extrêmement russe, il n'y avait pas d'article, c'était très difficile à comprendre, c'était de la topologie, c'était un enfer, hein. Alors même si t'as le moteur, je te garantis que... En fait, tu perds juste de l'énergie, tu perds du temps en tant qu'étudiant, et... Alors il y en a qui vont dire c'est pas mal, du coup t'es obligé d'être actif. Alors c'est sûr que si t'es un peu passif, là tu comprends rien à ce qui se passe, mais tu fais perdre... à la fin de la journée, t'es crevé. Tu sors d'un cours comme ça, t'es épuisé. T'as plus du tout envie de faire des maths, quoi. Ça t'a mis une tête comme ça, quoi. Ouais, pour durer, tu vois, pour prendre du plaisir à travailler, de toute façon, je pense que c'est ce qu'on appelle le concept d'adhérence, en fait, c'est-à-dire essayer de pouvoir faire les choses sur le long terme en consommant le minimum d'énergie et en étant content de le faire, sans épuiser trop de discipline, sans faire appel trop non plus à des efforts de volonté de discipline. Tu es obligé de te simplifier, en fait, les choses. Donc, si tu veux adhérer, en fait, aux mathématiques, tout ce qui peut te simplifier l'univers de ton univers de travail, mais ça peut même être je sais pas, dans ta manière je sais pas, même quand tu vas travailler à ton bureau, être à l'aise. On va dire, on est des êtres de sens, en fait. Donc, tout ce qui peut, entre guillemets, nous rendre les sens agréables, c'est bon à prendre, quoi. La vue, et bien sûr, je sais pas, par exemple, moi, c'est con, mais moi, il y a des stylos, j'aime pas écrire avec, en fait, tu vois. J'aime pas écrire avec, je sais que j'ai pas envie de faire des maths avec ce stylo à la con, donc j'en prends un autre. Ou
tout ce qui va te mettre dans des bonnes dispositions de travail, c'est vraiment super important. À la fois le support, mais à la fois tout l'environnement, en fait. C'est marrant que tu me parles de ça parce que je me rappelle mes années de préparation, enfin mon année de préparation à l'agrégation. Et effectivement, il y a eu pas mal de bâtonnets d'encens, orange cannelle, tu vois, fleurs d'oranger qui ont brûlé. Et tu vois, ça allait même jusqu'à l'olfaction. Je voulais que ce travail mathématique très intense soit aussi associé à, effectivement, c'était agréable visuellement, mais même dans les odeurs, dans les goûts. J'avais aussi un système de bonbons à la réglisse, très très bon. Et tu vois, il y avait cet environnement et pendant des longues compositions de 6 heures, d'avoir mon petit bâtonnet d'encens dans ma trousse, d'avoir ce bonbon que j'avais toujours pris dans des moments où j'ai beaucoup travaillé, ben, ça participe justement à la réduction du rapport que tu as au stress. Finalement, il y a les frictions qui se réduisent et tu peux te concentrer parce que au niveau des sens, comme tu dis, tu es bien assis, tu es à l'aise et tu peux être 100% concentré sur les mathématiques. Et finalement, quand tu es professeur, c'est aussi ça dans l'idéal que tu veux pouvoir procurer à tes élèves, quoi. Je me rappelle mon professeur de MPSI qui procurait juste des effluves de vin. Effectivement, c'était pas très agréable, au-delà du fond qui était catastrophique en proportion avec le nombre de verres de jaja qui s'étaient pris avant de donner cours, quoi. Vraiment, on sous-estime l'importance. Bon, c'est vrai qu'un professeur, il doit maîtriser son sujet, là-dessus, il n'y a aucun débat, hein. Mais il faut qu'il le rende. Enfin, s'il peut enlever de la friction, il va vraiment rendre service à ses élèves. Et cette friction, elle peut venir de plein de choses. Elle peut venir de l'écriture, elle peut venir de. Des fois, c'est des frictions liées à son caractère, en fait. Des fois, c'est des personnalités qui frictionnent par essence, en fait. Si t'es agressif, si t'es pas sympa, si t'es chiant, si tu provoques un stress par ta seule existence. J'adore la violence de cette phrase. Le mec, il existe, c'est problématique, quoi. Son existence est déjà une friction. En fait, je vois ça. En fait, je vois quand même tes parents qui disent faut faire des études. Tu fais prépa, ce qu'on peut dire, fais Attends, prépa. je vais te faire mon père. Je vais te faire moi. Les études, moi, on fait les études, c'est important, les études. Tu vois ce que je veux dire? Non mais ouais, c'est Et sûr. lui-même, il en a fait. Mais si tu veux, dans ma famille, on n'a pas fait des études depuis super longtemps, si tu veux. Donc lui, c'était un peu le début de la racine des études. Tu vois, quand tu viens d'une famille d'immigrés, quand tu viens d'une famille, voilà, il venait du bled d'Algérie, si tu veux, tu vénères les études en fait. Tu les sacralises même. Ce que peut-être les bourgeois ne font moins aujourd'hui, tu vois. Ils comprennent par exemple que c'est plus important, limite, de savoir faire un business, si tu veux. Le bourgeois, il a déjà compris que le diplôme seul, il n'allait pas faire ta carrière, ta vie, etc. C'était tes contacts, qui tu connais, est-ce que tu parles des langues, est-ce que tu voyages, est-ce que tu as une aisance sociale aussi, parce que c'est super important. Tu vois, il a compris que les études, c'était un truc qui était important, mais qui faisait partie d'une globalité. Et que, enfin, si tu as juste les études, mais tout le reste, c'est pas coché, limite, ils préfèrent faire beaucoup moins d'études et avoir coché beaucoup plus d'autres cases que juste les études, hein. Bah oui, parce que tu peux très bien faire une école privée, effectivement, payée par les parents, et puis après tu vas rentrer dans une boîte parce que tu connais un tel, et puis après avoir une promotion par-ci par-là, et tu auras réussi à court-circuiter en fait le passage très difficile qui est un peu le parcours par défaut. En fait, c'est ce qu'on te fait miroiter quand même, cette ascension sociale au mérite, au forceps, ce qui n'est pas totalement faux, mais ce qui n'est pas totalement vrai non plus. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est exactement ce que tu dis. Ça s'intègre dans une globalité. Et si tu mises tout juste sur les études, oui, je pense qu'à un moment, tu es en proie à subir une désillusion, justement, quand tu verras que tu te seras fait passer devant par beaucoup de personnes qui sont beaucoup moins méritantes que toi. Mais là, on se lancerait sur d'autres discussions, sur le rapport au mérite comme maintien de l'ordre social d'un point de vue politique. Enfin, le mot mérite, il a beaucoup d'importance en France, par exemple. Et bon, ça nous emmènerait très très loin, cette histoire-là. En tout cas, mon père, il a toujours juré par les études. Et ça vient du fait que c'est le premier à en avoir fait. Mais tu vois, si moi j'avais des enfants, ce qui sera probablement pas le cas, eh bien, et en étant moi-même enseignant, tu vois, eh ben, finalement, je pense que c'est important, mais tu vois, je ne le mettrai pas au niveau de degré d'importance que moi-même j'ai eu. Parce que je me rends compte qu'en fait, finalement, dans l'ensemble de mes études, qu'est-ce qui m'a servi? C'est juste les maths, tu vois. C'est pas l'histoire géo, c'est pas la mention que j'ai eu au bac ou je n'ai pas eu. C'est pas ça, tu vois. C'est plus la passion, tu vois.
Mais ça, il faut soi-même en avoir fait. Et disons que la trajectoire de ta famille va jouer parce que tu vas hériter un peu de leur expérience, en fait. C'est vraiment passionnant, je lis beaucoup à ce sujet en ce moment et c'est lié aussi à ma propre histoire, mais on a, je pense, des histoires qui peuvent se recouper par bien des aspects, de, finalement, que notre ascendance ait eu un pied extrêmement récent dans le monde des études supérieures et donc du coup d'y attacher beaucoup d'importance comme un peu la lumière parmi les ténèbres en se disant: «C'est comme ça que on va pouvoir casser un peu la dynamique familiale», tu vois? De rester dans les classes sociales les plus Mais basses. un truc tout bête, par exemple, à moins d'avoir une capacité de travail hors du commun, un QI très élevé, le meilleur moyen de réussir une prépa, c'est de la préparer dès le début du lycée, en fait. T'es pas un génie, t'es pas un énorme bosseur, mais si on te prépare dès la seconde, en fait, à une exigence de prépa, on t'apprend des choses un peu hors programme, en fait, ça se passera. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, en fait. Mais mais faut le savoir, en fait, faut le savoir que des études de très haut niveau, ils se démarrent pas dans le supérieur. Ils se démarrent même pas l'année d'avant, peut-être 3, 4 ans avant. Tu vois, c'est ce que moi je fais dans mes cours particuliers. Quand j'ai des parents et qui se disent, ah, tiens, j'aimerais bien que mon fils ou ma fille fasse des bonnes études, moi je leur dis, écoutez, je vous dis direct, hein, c'est pas cette année-là que ça va se passer. Ça va être tout ce qui va se passer avant qui va être limite peut-être le plus important. Après ce master-là, donc tu es professeur particulier et un beau jour, du coup, je vois déjà qu'un certain Max, a acquis, toutes mes formations disponibles à la vente, mais qu'en plus, ce Max m'écrit pour me dire qu'il veut passer l'agrégation externe de mathématiques. Donc tu as vécu, sans pendant 7, 8 années, après le master, tu as pu t'épanouir dans ce métier de professeur particulier. Qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à vouloir passer l'agrégation externe et quelles sont les difficultés auxquelles tu fais face dans cette entreprise-là? Il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'éléments, en fait. Déjà, il y a un premier élément je sais pas si on peut appeler ça une carrière, mais dans mon parcours professionnel, c'est que j'ai bossé pour des boîtes privées, que je ne vais pas citer. Des boîtes privées, donc j'étais intervenant, je faisais des stages, etc. À chaque fois, j'ai été noté 10 sur 10 par les élèves. On ne veut pas dire que les cours n'étaient pas appréciés, ils étaient appréciés. Mais quand on recrute ponctuellement un intervenant extérieur qui n'a pas de diplôme ou de concours d'enseignant, en fait, on va dire les choses comme elles sont. En fait, tu es un bouche-trou. Voilà. Et quand tu vois que, en fait, pour potentiellement t'épanouir en parallèle, parce que moi, je ne me verrais pas faire que prof dans une école, mais si tu voulais avoir un poste dans une école et que les gens un peu te respectent, je ne parle pas des élèves, hein, là, je parle vraiment du système un peu administratif et tout, tu te rends compte que déjà ne pas avoir, on va dire, bon, je vais quand même dire d'agrég quand même, hein. Je ne vais pas dire de CAPES, bon. Je ne veux pas faire non plus de comparaison, mais je vais dire l'agrég. Déjà, c'est gênant. C'est quelque chose, déjà, je ne dis pas on te prend pour un guignol, c'est pas vrai, mais on te prend pour une pièce de rechange. Ça, c'est pas un truc que j'apprécie. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, il y a le fait que, et moi, il y a des questions existentielles qui se posent. C'est-à-dire que je regarde un peu ma vie, et je me dis, j'ai 33 ans, j'adore les maths, j'adore enseigner, c'est quelque chose que je pense que je vais devoir faire toute ma vie, que je vais faire toute ma vie. Et je me dis, tu vois, alors j'adore expliquer les identités remarquables, j'adore expliquer les exponentielles, le logarithme, j'adore le faire. Et je me dis, tu vois, tu as été amené à faire des maths jusqu'à bac+5. Tu as fait ces maths-là. Et moi, l'un des plus grands plaisirs que j'ai dans la vie, c'est prendre ma paille, la planter dans les connaissances, tout avaler et le transmettre. Et tu veux, bah, quand je plante ma paille, j'apprends et je transmets, c'est un des meilleurs kiffs que j'ai. Et je me dis, bah, tu vois, les maths que j'explique jusqu'au niveau terminal, je le fais extrêmement bien. Et je me dis, tu vois, je me dis, j'aimerais bien faire plus, mais le faire avec qualité. Parce que bien sûr que là, enfin, là ça va, puisque ça fait 4, 5 mois que je prépare ça, mais il y a 6 mois, je pouvais prendre potentiellement un cours de MPSI, faire un cours particulier dessus. Il n'aurait pas une qualité extraordinaire. C'est un peu du bachotage. J'ai pas envie de faire ça. Donc déjà, il y a le fait de me dire,
il y a un univers qui est les mathématiques du supérieur, qui a beaucoup de gens que tu pourrais apporter, sauf que tu n'es pas compétent. Pourtant, tu les as fait, ces choses-là, mais tu n'es pas compétent. Tu n'es pas un maître de Jedi, en fait, j'ai envie de te dire. Tu n'es pas un Jedi dans les maths de MPSI, de MP, de CE, de SS. Tu n'es pas un Jedi. Et je me dis, tu vois, c'est des maths super intéressantes. Il y a des élèves aussi qui ont une maturité, ça change aussi un peu parfois, je sais pas, des troisièmes ou des terminales, ça change quand même. Et je me dis, tiens, c'est un univers que j'ai pas exploré, avec plein de maths super intéressantes. Et je me dis, tu vois, c'est un univers déjà auquel tu n'as pas accès parce que tu ne maîtrises pas vraiment. Et donc déjà, je me dis, putain, je vais avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans, et en fait, j'aurais pas fait ça. Parce que juste, j'ai pas été super sérieux dans mes études, et puis parce que je m'y suis pas mis. Donc déjà, il y a l'idée, je dirais, d'aller pailler des nouvelles connaissances et de les transmettre. Il y a ça. Après, il y a un autre truc, c'est, je pense que tu as dû voir des trucs sur le stoïcisme et tout, c'est dans quoi on est heureux, une notion de bonheur. Et moi, j'ai l'impression, dans ma vie, que ce qui me rend heureux, c'est d'avoir du contrôle sur ce que je fais et de réussir des choses difficiles. Tu sais, c'est l'estime de soi. C'est, en fait, tu vis, enfin, tu es heureux parce que tu as l'estime de toi-même. Et moi, je me suis rendu compte, en vrai, que c'était un manque. C'était, je ne vais pas dire un complexe, mais tu n'es pas allé au bout de ton parcours de maths. Tu n'as pas compris vraiment. Euh, T'es pas allé au bout en fait de ta compréhension des concepts, même jusqu'à bac+2, hein. Tu l'as pas fait. Et donc, tu veux, c'est un manque, c'est quelque chose que tu n'as pas fait, c'est quelque chose qui te manque, et c'est quelque chose où tu ne t'es pas démontré l'estime de toi. Alors, quand tu sors de tes études, tu as 25-26 ans, tu ne te poses pas ces questions-là parce que tu as fait les études, tu as passé tes diplômes, tu as fait tout ça, tu n'as qu'une envie, c'est sortir de là, gagner du fric et, et d'aller, enfin, de pas forcément aller en amphi, tu as envie d'avoir ta vie. Puis à un moment, tu vieillis, tu as 28, 30, 32, 33, et puis tu te rends compte que tu n'as pas clôturé, en fait, tu n'as pas fermé totalement la page. Moi, des fois, je fais des rêves, je passe encore des examens. C'est vrai. Donc, il y a une part de l'inconscient, en fait, qui a envie encore de produire quelque chose. Donc, il y a tout ça. Ensuite, c'est peut-être un peu mystique, là, ce que je vais dire, mais je suis pas dans une religion, mais j'ai besoin quand même de quelque chose d'un peu spirituel. Quand même. Tu vois. Alors, j'ai pas envie de dire spécialement de la philo, j'ai pas envie de faire de la religion, mais quand je fais des maths, surtout à l'âge que j'ai, c'est-à-dire pas pour un diplôme, pas pour un examen qui a lieu dans 2 semaines, je fais quelque chose d'un petit peu spirituel. Et tu vois, dans une société quand même qui est vachement matérialiste en fait, ça me fait du bien. Il y a un bien-être du fait de faire des maths pour moi, de comprendre des choses. Ça me fait du bien psychologiquement, si tu veux. Ah bien, je ne ferai pas que ça, parce que voilà, la vie, c'est pas, on ne peut pas vivre que de logarithmes et d'eau fraîche, tu vois. Beaucoup de logarithmes. Mais ça aide une vie, tu vois. Tu es comme moi, tu fais beaucoup de sport, tu vois, il y a le sport, super important, tu vois. Bon, moi, j'aime bien les filles, bon, voilà, un peu ma vie de dragueur et tout. Il y a le business, tu vois, mais il manque un peu de spirituel, tu vois. L'idée, c'est pas devenir ni philosophe, ni dans le clergé. Donc, je me dis, tiens, les maths, c'est un peu ma partie clergé, tu vois, c'est un peu ma partie un peu spirituelle, voilà, je fais un peu de transcendance de temps en temps, je fais des petits trucs, quoi, tu vois. Et ça me fait du bien psychologiquement, tu vois. Donc, il y a tout ça. Là, c'est marrant parce que il y a beaucoup de choses que tu dis que j'ai en moi dans une certaine mesure. Le mot qui me venait dans dans la première partie de ton développement, c'était une sensation d'inachevé, en fait. D'avoir eu des savoir-faire parcellaires ici et là, mais de te dire, d'accord, c'était peut-être un degré de compréhension, un degré de maîtrise de 20%, tout juste nécessaire à manipuler et à valider de trois UE. Là où, pour pouvoir parler avec maîtrise, ben, il reste les 80% à faire. Effectivement, ça reste comme une jauge qui n'est pas remplie. Effectivement, les années passent et tu te dis, bah c'est toujours pas rempli. Et l'année d'après, c'est toujours pas rempli. Effectivement, au bout d'un moment, il y a la curiosité qui te pousse. Et c'est marrant parce que j'ai fait ça dans le sport. Tu vois, quand j'ai eu du temps, ma première année d'entrepreneuriat, j'ai pris un entraîneur en fait en cyclisme et je suis passé à plus de 15 heures par semaine pour me dire, écoute, j'ai toujours mis les études en premier, mais qu'est-ce que ça donnerait si tu te donnais les moyens d'exploiter ton potentiel physique à fond? Par pur, je voulais savoir en fait. C'est parce que je me dis après si tu le fais pas,
Après, les années passent et t'auras jamais fait, mais cette volonté de... Je pense, oui, le mot curiosité est pas mal. De pas laisser les choses un peu en plan, en disant j'aurais pu explorer, mais J'aurais je suis pu, resté dans mon j'aurais petit pu, j'aurais pu. confort. Et ouais, cette phrase, le j'aurais pu, nous plaît pas, je pense. Et après, quand tu parlais de spirituel, effectivement, le mot qui me vient à l'esprit, c'est méditation. Tu vois, quand tu fais des mathématiques, et notamment des mathématiques, on va dire assez abstraites, il y a une part de toi qui est extrêmement concentrée, détachée du monde et de ses problématiques, du tumulte, de l'idéologie, de plein de choses. Du matériel, en fait, de tout ce qui est sociétal, matériel, économique. Ouais. Voilà, et évidemment, c'est rassérénant, oui, c'est quelque chose qui nourrit. Je comprends très bien que ça puisse venir en complément pour toi d'autres activités qui sont finalement. Ça a toujours été une vie équilibrée, mais pas forcément comme on l'entendait. Mais finalement, ta vie de préparationnaire, même en PCSI, on pouvait dire qu'elle était équilibrée à la mesure de ce que toi tu attendais de ta propre vie. Il y avait bien sûr le travail, mais plutôt que d'équilibrer entre physique, maths, français, etc., bah, tu as toujours eu d'autres pôles et que tu n'as jamais laissé tomber. Et c'est marrant parce que est-ce que tu avais une conscience de ton avenir professionnel en PCSI? Parce que j'allais te dire, tu sais, il y a plusieurs moments où tu m'as dit finalement, en PCSI, je me suis pas conformé aux classes préparatoires, j'ai vu que ça me correspondait pas et donc j'ai bifurqué. Le monde de l'entreprise, j'ai fait un stage, j'ai vu que ça me convenait pas et plutôt que de me conformer, je me suis dit non, je veux aussi prendre un virage. Mais à force de prendre des virages, est-ce que tu savais que tu allais converger quelque part plutôt que de t'écraser? Tu vois un peu la question? Je pense que j'ai toujours su que je ferais que de l'enseignement. Mais pour te l'avouer, parce qu'après, ça induit des choses. C'est-à-dire qu'après, en plus, l'enseignement privé, tu veux, donc tu dois trouver tes clients, tu dois, euh, tu dois pouvoir en vivre. C'est comme des responsabilités, tu vois. C'est les responsabilités de te dire, je ne compte que sur moi et sur ce que je produis. Si les gens ils t'appellent pas, bah, t'as pas d'élèves. T'as pas d'élèves, t'as pas de clients. T'as pas de clients, t'as pas d'oseille. Et ça fait super peur. Et ça fait super peur assis à ton entourage. Donc inconsciemment, j'ai toujours su que je ferais que ça. Mais consciemment, je pense que j'avais besoin de retarder euh, cette prise de conscience. Et pendant les études, enfin, limite, je te dis, si j'avais eu conscience de ça, ça aurait pu faire que j'aurais pas fini mes études. Donc, je pense que j'avais besoin de, de mettre un écran noir devant les yeux, me dire, ouais, ouais, tu sais quoi, je sais, mais je fais semblant de pas voir pour aller au bout. Je pense qu'à un moment, j'ai même cru que j'allais devenir data scientist. Au fond, non. Mais consciemment, je m'étais fabriqué un. Vaut mieux que tu y crois pour aller au bout. Juste, est-ce que tu peux revenir sur ce hasard qui a fait que tu as donné ton premier cours particulier? Ouais, mais c'est un peu. Il y a de la tristesse hein, dans le. Mets-toi à ma place. Tu es en prépa. Alors, tes parents, tu leur dis en fait que ça se passe pas bien, que t'es pas heureux, mais ils te disent, c'est normal que la prépa, ça se passe pas bien. C'est normal que ce soit dur. Parce que justement, ils connaissent pas. Donc, on sait que c'est dur, on sait que c'est difficile, c'est admis. Mais on sait pas à quel point tu vis pas bien. Donc moi, je leur ai dit, mais en gros, ils m'ont pas spécialement écouté, je peux pas leur en vouloir parce que ils sont pas dans ma tête. Et donc, je suis avec les maths vraiment qui m'intéressaient, donc j'allais au cours de maths, puis le reste, je séchais, tu vois, j'y allais pas. Et quand tu as été collège, lycée, tu es obligé d'être présent en cours, sinon on appelle, enfin, tu vois, tu es obligé en fait d'être présent au lycée. En prépa, t'es pas obligé. Enfin, tu es majeur, donc celui qu'on va appeler, c'est toi. C'est pas forcément tes parents. En tout cas, pas au début. Pas au début. Donc moi, j'allais en maths, puis le reste, ben, j'y allais pas. Donc je errais. Et quand tu erres, tu vas dans les endroits dans lesquels tu as été un peu fier de toi, un peu content. Donc, moi, j'allais dans mon ancien lycée. À l'époque, je pouvais rentrer dans mon ancien lycée, j'allais voir des anciens profs et tout. J'allais dans un environnement qui m'était pas stressant, qui m'était pas difficile. Et puis j'ai recroisé quelqu'un que j'avais connu au collège, mais plus jeune que moi. Moi, j'étais en troisième, il était en quatrième, donc il avait 2 ans de moins que moi. Et, euh, et puis il m'a présenté quelqu'un à qui j'ai donné des cours. Voilà. Et c'est parti de là.
Du coup, tu as parlé de cette envie de passer l'agrégation. Tu as moins parlé des difficultés que tu rencontrais sur ce chemin-là et de ce que tu mettais en place aujourd'hui pour y parvenir. Est-ce que tu peux en parler parce que il y a pas mal de personnes qui regardent mes vidéos qui sont en reprise d'études justement et qui n'ont pas la chance de bénéficier d'un professeur ou d'un enseignement académique et du coup qui se disent mais attends mais le programme de l'agrégation externe il est gargantuesque. Entre l'analyse d'un côté et les probabilités de l'autre, l'algèbre et puis en plus c'est assez poussé donc la connaissance. Alors oui, il y a des choses qui sont dans les manuels de MPS IMP, mais il y a aussi des pans entiers du programme qui sont un peu nulle part, ou dans des livres de spécialistes, etc. Comment tu fais, toi, pour aborder cet énorme chantier? Bah écoute, je vais te dire un truc. Déjà, première chose, c'est que moi, je l'ai toujours eu dans la tête, hein, ce projet d'agrég. C'est quelque chose que j'ai toujours eu, mais qui était relégué après d'autres choses. J'avais d'autres trucs à faire. Donc, à un moment, tu coches ce que tu as à réussir dans la vie à faire et tout. Puis, à un moment, tu te dis, bon, il faut que je le fasse vraiment. Puis, là, j'ai vraiment envie pour le coup. Parce que tu sais que quelque chose que tu vas faire, que tu as envie de faire, et c'est pas une priorité. L'agrég, quand tu veux faire ça, en plus en mode reprise d'études, c'est soit tu le fais vraiment, soit je pense qu'il vaut mieux pas le faire. C'est soit tu le fais vraiment, tu y mets les moyens, quoi, tu mets le paquet, ou soit vaut mieux pas le faire, ou vaut mieux le faire plus tard, ou voilà. Et moi, j'avais coché les trucs que je voulais réussir dans la vie avant, et je me suis dit, maintenant, il faut que je fasse ça. Et j'ai envie de le faire. Et j'ai vraiment envie de le faire. Donc déjà, il y a une... Je ne vais pas parler de motivation, mais c'était le bon moment. J'ai la maturité pour le faire. Tu vois, c'est beaucoup plus facile d'appréhender les maths quand tu as 33 ans, quand ça fait 15 ans que tu donnes des cours, que tu es passé quand même par des études supérieures. Moi, ces trucs-là, beaucoup, je les ai déjà faites, tu vois. Donc, tu pars pas de zéro. Tu repars de zéro niveau connaissance, mais tu as autre chose, tu as l'expérience, tu as, l'expérience de l'élève, tu as l'expérience du professeur, parce que je suis professeur, donc du coup, je sais ce que c'est, travailler, faire des mathématiques, je sais ce que c'est. Tu pars de l'expérience de la rédaction, tu vois, souvent, je voyais, d'ailleurs, d'ailleurs, j'ai eu ta formation sur préparer les concours. Bon, on a exactement les mêmes, on arrive exactement aux mêmes conclusions. Euh, Préparer un concours, c'est des exigences spécifiques. Et c'est des exigences que finalement j'ai développées par tout ce que j'ai fait en cours particulier. Finalement, j'ai appris ces exigences-là. Donc toi, peut-être que tu repars de zéro sur le plan des connaissances, mais sur le plan de la maturité intellectuelle, sur le plan de tout ça, tu pars avec autre chose, finalement d'extrêmement important. Tu, tu pars déjà d'un niveau de raisonnement déjà. D'ailleurs, je suis reparti de tes formations. C'est hyper. Il y a un lien direct. J'avais besoin de repartir d'une page blanche. Parce que je sais que les connaissances, c'est une chose, c'est un élément important, mais le plus important, c'est comment tu travailles, comment tu réfléchis, comment tu rédiges. C'est des choses un peu. C'est des choses intrinsèques. C'est au-delà de l'algèbre, de l'analyse, de la topologie. C'est au-delà de ça, c'est comment tu travailles les maths, comment tu fonctionnes, comment tu penses, comment tu raisonnes, comment tu rédiges. C'est le plus important. C'est plus important que le chapitre 1, 2, 3, 4, 5. C'est 10 fois plus important. Et donc, moi, j'avais besoin de repartir de ça. Et donc, je me suis dit, écoute, ce mec fait du super boulot. C'est pas souvent que je respecte quelqu'un dans le milieu des maths, où je me dis, tu vas fermer ta grande gueule. Je sais que tu es un super coach, un super prof, mais là, il y a quelqu'un qui est meilleur que toi, qui a fait quelque chose de super bonne qualité. Tu vas, tu vas te procurer ces formations-là. J'ai les moyens. Peut-être que c'est plus facile pour moi parce que voilà, j'ai les moyens de me les payer. Mais pour un étudiant, ce serait encore plus bénéfique pour moi parce que moi, sur l'ensemble, je sais pas, j'en avais paillé 70% déjà avant par mon expérience et tout. Mais quand j'ai sorti de terminale, je paillais rien du tout. J'y connaissais rien. Mais j'avais quand même besoin de partir de quelque chose. Donc, je suis parti de là. Et j'ai retravaillé sur le raisonnement, sur tout ça, sur les qualités, je dirais, fondamentales. Et ça dépasse plus que le chapitre 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'une fois que tu sais faire des maths, que tu sais raisonner, que tu sais rédiger, que tu es extrêmement habité par le projet que tu as, je vais te dire honnêtement, je ne vois pas de difficulté jusqu'à présent.
Là où j'en aurais vu à 25 ans en sortant de la fac, j'ai pas fait la grève en sortant de la fac parce que je me disais que j'avais pas le talent pour le faire. Parce que je fonctionnais encore comme un étudiant. Mais là, aujourd'hui, je fonctionne plus comme un étudiant, je fonctionne comme quelqu'un comme un enseignant, comme quelqu'un qui aime les maths, qui fait des maths, qui vit pour apprendre les connaissances et les transmettre à des gens. C'est ce que je sais faire dans la vie, tu veux. Je ne vais pas faire grand-chose, mais ça, je sais le faire. Et je me dis, bon, très bien, ça, c'est le plus important. Et maintenant, il y a beaucoup de chapitres, il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de choses. Le temps n'est pas important. Je me fous du temps que ça prendra. Aujourd'hui, je sais que je l'aurai, tu vois. C'est la croyance c'est déjà bonne. Alors qu'à 25 ans, je t'aurais dit, franchement, je ne sais pas. Bon, aujourd'hui, peu importe le temps, j'y mets des ressources, j'y mets du temps, j'y mets de l'énergie, j'y mets de l'envie. Donc, je sais que le résultat sera effectif. Peu importe le temps que ça prendra. Moi, j'ai libéré du temps dans la semaine pour faire ça. Je bosse tous les jours, 3 heures tous les matins. Tu vois. Voilà, j'ai 3 heures tous les matins à mettre pour ça. Je me lève, je le fais avec plaisir. Après, on fait autre chose. On fait du sport, on sort, on donne des cours, on fait d'autres choses. Je donne 3 heures à mon travail tous les matins. Je me fous à quelle vitesse ça va. Moi, ce que je veux, c'est comprendre. Et c'est ça la différence fondamentale avec quand j'étais étudiant. Quand j'étais étudiant, je voulais valider l'examen, savoir faire l'exo. Et des fois, les exos, je m'en tape, en fait. L'exo est un moyen, n'est pas une fin. C'est un moyen d'approcher, de ressentir les concepts. Il n'est là que pour ça. Il n'est pas là en tant que... C'est pas une fin en soi, l'exercice. Il est là pour t'aider à rentrer dans la connaissance. Donc, j'en fais pas tellement. Je me concentre plus sur les concepts. Alors, quand il y a une notion qui m'échappe un peu, des fois, il y a des choses qui sont un peu moins, je suis moins à l'aise. Bah, je fais peut-être plus d'exercices pour peut-être plus ressentir la notion. Mais la finalité, c'est pas la feuille de TD. La finalité, c'est la compréhension des objets. C'est ça le plus important. Et ça a une puissance qui dépasse, qui dépasse tout le reste. En fait, c'est ta compréhension des objets. Alors, si en plus tu sais bien la rédiger, si en plus tu sais bien rédiger, si en plus tu as en plus travaillé sur qu'est-ce que c'est passer un concours, comment les sujets conçus, la stratégie, ta formation sur ça, tu combines ça, ben en fait, tu n'as pas besoin d'être un génie en fait pour super bien réussir. Est-ce que le Max de 20 ans, il aurait été réceptif à ton discours d'aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, le mot-clé, pour moi, c'est vraiment la maturité, si tu veux. Tu comprends que pour progresser en mathématiques, il faut se diriger vers cette compréhension et t'entends exercice comme une manière de t'exercer et donc de mieux comprendre. Mais c'est vrai que le Max de 20 ans va peut-être plutôt entendre exercice, être noté, si la note est bonne, ça va pour moi. Tu vois, c'est dur d'arriver à cette maturité-là, de se dire finalement, au bout d'un moment, il n'y a pas que la validation par une sanction numérique, il y a autre chose. Et tu dis, effectivement, c'est beaucoup plus puissant, parce que ça va aussi induire potentiellement de bonnes notes, mais c'est pas la note comme finalité. T'auras une bonne note parce que t'auras compris. Mais c'est dur ça, parce que quand tu sors de terminale, que finalement tu t'en sors bien, tu sais pas forcément ce qui te manque. Tu vois, ton manque, tu l'as ressenti en licence 3. Ton manque, tu l'as ressenti quand tu donnais des cours particuliers parce que il y a des choses où on te pose une question et tu dis ah la vache, je pensais que j'avais compris, mais la question qu'on me pose là me montre que j'ai pas compris. Tu vois, c'est quelque chose que tu ressens. Alors, soit à un certain niveau d'études, à partir d'un certain moment, la L3 en général, c'est un bon moment pour te dire ouh là là, il y a pas mal de lacunes qui se sont accumulées. Ou alors dans l'enseignement, qui est un énorme révélateur parce que tu te prends en miroir tout ce que tu n'as pas compris. Mais tu vois, du coup, un max de terminale, c'est vrai que tu vois, là, je fais un remplacement à Durmstrang. J'ai corrigé un devoir maison très récemment. Et je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Ces gens-là ne savent pas du tout, tu vois, rédiger. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de lien entre la structure logique d'un énoncé et ce qu'on doit mettre dans la rédaction, etc. Mais je me dis, même si je leur avais agité mes formations sous le nez, auraient-ils eu conscience, avec 18 sur 20 en terminale, qu'il leur manquait quelque chose? Il y a Comment un il peut mot, manquer quelque chose? il y a un mot, c'est tu es inconscient. Tu es inconscient. Et tu es inconscient, mais c'est normal, c'est la jeunesse en fait. Tu es jeune, tu ne sais pas ce dont forcément il te manque. Et puis, finalement, tu as toutes les raisons d'être inconscient. Tu as été un plutôt bon élève, tu as eu 18 toute ta vie, tu as peut-être même eu 20, et puis t'as peut-être même eu 20 au bac d'ailleurs. Puis on t'a toujours dit que tu étais super bon en maths. Mais au nom de quoi tu vas aller t'acheter une formation et t'éduquer? Au nom de quoi? Tu n'as pas de raison en fait de le faire.
sauf le réel. Le réel, c'est quand tu vas passer dans cette prépa, tu vas voir qu'il y a une quantité illimitée de problèmes. Enfin, en gros, c'est fini le bachotage, quoi. Il y a une quantité illimitée de combinaisons, d'exercices, de problèmes et tout. Tu te rends compte que le bachotage, bah, ça suffit pas. Donc, à un moment, il faut passer à un niveau d'intelligence. Il faut passer de la personne qui reproduit à quelqu'un qui comprend ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est marrant, mais plus tu montes dans les études, plus l'importance du cours est là. C'est-à-dire qu'au collège, finalement, il n'y a personne qui connaît son cours, personne ne connaît ses définitions. Tout le monde applique des exercices préformatés, préfabriqués. Et plus tu montes, plus les notions prédominent sur l'importance de tel exercice préfabriqué. Donc, de temps en temps, il y a des exercices techniques. Il faut savoir faire des développements limités, bien sûr. Il faut savoir inverser les matrices, diagonaliser, tout ça. Très bien, il faut savoir le faire. Mais un sujet, c'est 1000 fois plus profond que savoir faire des choses mécaniques. Et donc là, si tu n'as pas le recul, mais dans les exercices, dans les problèmes, dans la stratégie des problèmes, et en plus dans la manière d'appréhender un cours, parce qu'un cours de supérieur, c'est pas un cours de, c'est pas un cours de collège ou de lycée. Quelle place donner aux démonstrations? Quelle place donner aux exemples? Comment on travaille finalement? C'est ça en fait, pour moi, peut-être que c'est pour moi le plus grand secret pour devenir fort en maths, c'est comment tu travailles et comment tu appréhendes cette discipline. Mais ça, tu n'as pas du tout les moyens de le penser quand tu es un élève normal de 18-19 ans. Et là, tu as ce même goût comme moi de pas laisser derrière toi des trucs inachevés où tu t'es dit, bah, j'ai pas fait. Non, tu as la curiosité, il y a le défi, il y a le fait que tu sais aussi au fond de toi que tu deviendras un homme meilleur en ayant surmonté cette chose-là qui te paraissait auparavant inaccessible. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui t'emplit et On après, peut parler de tu te ça, lances là-dedans avec énergie, ouais. on peut parler de ça. Ce que je peux t'affirmer, c'est qu'on a tous des croyances, tous des choses qu'on pense qu'on ne peut peut-être pas faire ou pas réaliser. Je sais qu'il y a des phases dans une vie et c'est une épreuve en fait. Et les gens souvent évitent les épreuves, évitent les difficultés. Je sais que c'est une difficulté, je sais que c'est difficile. C'est pour ça que c'est intéressant aussi. Je sais que quand j'aurai réussi ça, il y a beaucoup de choses que je pensais peut-être encore impossibles qui vont devenir possibles. Et je sais que, bien sûr, tu progresses en maths, mais tu te donnes sur un temps long à une activité que tu fais avec discipline, que tu fais avec profondeur, que tu fais avec amour aussi. Et ça te permet d'accéder à des niveaux de confiance en toi, peut-être que je n'ai pas encore atteint, et qui vont permettre après, dans le futur, peut-être de réaliser encore plein d'autres choses que jusqu'à présent, je pensais et que je pense peut-être impossible. Donc, il faut se confronter à la difficulté. Il ne faut pas avoir peur de ça. Beaucoup de gens, bah, ils évitent la difficulté. C'est normal, on a une forme de tendance naturelle à avoir peur parce que ça vient de la peur de l'échec aussi, d'ailleurs. Hein. Et cette épreuve, je sais que je la passerai, j'en suis certain. Et je sais qu'elle va ouvrir des perspectives de fou. Et moi, enfin, je peux parler de deux objectifs, c'est pas le bon mot encore. Je pourrais dire deux rêves. J'aimerais bien écrire un livre. Sauf que quand tu vends un livre, il vaut mieux avoir écrit professeur agrégé dessus. Et deuxième chose, j'aimerais bien être prof de prépa un jour. Quel contexte? En France, pas en France, dans le privé, pas dans le privé, je sais pas. Mais sur les maths, c'est quelque chose que je veux faire. Le livre et, et avoir un jour des prépas. Voilà. Ça, c'est deux choses. De toute façon, j'y pense pas trop parce que je suis concentré sur ce que je fais, mais tu vois, ce serait une suite. Doctorat, je pense pas. Je pense pas être fait pour la recherche, je pense pas que ce soit mon délire. Peut-être repartir après plus dans l'entrepreneuriat, un peu comme ce que tu fais. Ce serait pas pour plus tard. Moi, j'ai besoin de régler mon problème avec les maths, devenir vraiment fort en maths, être un Jedi, un maître Jedi. Une fois que je serai un maître Jedi, là, tu fais des trucs de maître Jedi. Et je vais même te dire peut-être même qu'une fois que j'aurai terminé cette épreuve, peut-être que je ferai autre chose. C'est pas impossible. Peut-être que je ferai carrément peut-être autre chose.
Je passerai peut-être à autre chose. Cette affaire de chantier inachevé, c'est quand même ta première année de classe préparatoire PCSI. Et donc, comment achever la chose mieux que d'enseigner en classe préparatoire? Enfin, je veux dire, c'est magnifique. Tu vois, effectivement, il y a... Alors, soit c'est la page qui va s'écrire là-dessus et ça va continuer, soit effectivement, tu pourras fermer le livre en te disant, j'ai pas laissé le truc en plein milieu. Non, non, je l'ai écrit de ma plume jusqu'au bout et maintenant je fais autre chose. Mais c'est certain que de réussir à surmonter l'échec de ta première année de classe préparatoire par le fait d'y enseigner, moi je pense que derrière tu libères des fils du futur que tu ne vois même pas encore parce que effectivement tu penses, tu les rejettes comme étant impossibles a priori, alors qu'une fois que tu auras fait ça, oui, tu vas peut-être les voir. Ce que j'ai appris avec, je sais pas dire, si on veut dire la maturité ou quoi, c'est que dans la vie, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se provoquent, et des fois, il y a des rencontres qui sont super importantes. Tu vois, j'ai envie peut-être de dire ça, c'est que là, on a parlé des maths, des enseignements, tout ça. J'invite les gens, parfois on est un peu introverti dans les études scientifiques, à développer leur appétence sociale. Je vais te dire un truc, j'aurais jamais eu, je peux te le signer là, j'aurais jamais eu ma licence, mon master de maths, si j'avais pas su me faire apprécier des profs, si j'avais pas su me faire apprécier des, d'avoir des bons amis, si j'avais pas eu un peu un talent, un petit peu, je sais pas si on peut dire un talent, mais au moins, si j'avais pas appris à me faire apprécier des gens, les trucs fous qui me sont arrivés dans ma vie, je te donne, tiens, bon, je sais pas si c'est super, je sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire quand même. Je vais pas citer de nom. Je sais que j'ai un moment, j'avais un peu raté ma L2 et ça se serait mal passé, franchement, avec mes parents. Je suis allé voir le directeur de la licence. Il a fait un truc illégal. Il m'a inscrit en L3. Il m'a dit, par contre, je te préviens, ta licence sera validée quand tu auras validé ta L2. C'est-à-dire qu'il m'a inscrit, il n'avait pas le droit de le faire. Il m'a inscrit en L3 et en L2 en même temps. Ce qu'il a fait, il a changé. Peut-être que j'aurais arrêté à ce moment-là. Peut-être que je serais voir mes parents. Ça me saoule, j'ai arrêté. Il a fait un truc un peu illégal. Je pense pas que. Le mec a codé dans l'ordi de la fac. Hein. Il a fait une dinguerie, le mec. Il m'a mis en L3. Il m'a dit qu'il n'avait jamais fait ça. Et pourquoi il l'a fait? Parce qu'il m'a apprécié. Parce que j'ai su le toucher. Et finalement, il m'a mis en L3. J'ai validé la L3 et la L2. D'ailleurs, j'ai validé ma L3 avant ma L2. Tu vois. Bon, ça, c'est une dinguerie. Deuxième dinguerie. En fait, il m'arrivait tous les ans des dingueries. Mais en master, moi, je travaillais avec un pote. Et en M1. Et le M2 dans lequel je suis allé était vachement sélectif. Et moi, j'avais les notes. Et mon pote, il les avait pas. Moi, je voulais pas faire M2 sans mon pote. Parce qu'on travaillait ensemble et tout. Et les résultats que j'avais obtenus, oui, je les devais à moi. Mais je les devais pas qu'à moi. Je les devais à moi et au travail qu'on a fait. Moi, je suis allé voir le directeur du master. Et je lui ai dit, OK, mon pote, il a pas eu les notes. Mais c'est mon ami. Et moi, si j'ai eu ces notes-là, c'est en partie grâce à ça. Alors moi, je vais me porter garant pour lui. Et je peux vous dire que l'année prochaine, il va se tenir à carreau, il aura les notes. Et tu sais quoi? Il l'a pris, il m'a fait confiance, et finalement, en master, il a eu des meilleures notes que moi. Voilà. Si j'avais pas eu mon pote, je ne serais pas allé au bout du M. Ça m'aurait saoulé. Parce que moi, j'aimais pas aller en cours, tu vois. Donc lui, il allait en cours, il prenait les trucs, il venait chez moi, et puis on t'a fait ensemble, et ça se passait bien. Moi, je supportais pas d'aller en cours. Donc, toute ma vie, euh, les relations que j'ai eues. Tiens, regarde, mon entrée en L1. Mon entrée en L1. Moi, je suis hyper prétentieux à 18 ans. Donc, tu sais, quand tu es en prépa, mais toi, tu connais ça mieux que moi, quand tu es en prépa, on te conseille très fortement de t'inscrire en fac en même temps, au cas où ça se passe pas bien. Et moi, j'étais dans un délire de prétention énorme. Et je fais, vas-y, moi, je vais pas aller à la fac et se faire. Retire. Je pensais comme ça. Je crois que j'étais le seul à avoir cette réflexe, mauvais réflexe. J'arrête la prépa. Et je fais quoi l'année prochaine? Alors là, par contre, tu t'es pas inscrit. Je vais à la fac. Je vais pour m'inscrire. Mais on me dit, monsieur, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. On fait comment? Je suis allé taper à la porte du directeur de la licence. Il m'a reparlé. Il m'a invité. Il m'a invité dans son bureau. Le mec, c'est le directeur de la licence. Qu'est-ce qu'il va parler avec un mec qui n'est même pas inscrit à la fac? Il a été super gentil. On a parlé pendant 1 heure. Il a pris 1 heure de son temps, ce monsieur, pour moi.
Il m'a dit, écoutez, je vais vous dire comment ça va se passer. Il m'a dit, je pense que vous allez réussir. Il m'a dit, la plupart des gens qui rentrent en licence, déjà, ils sont en échec de ouf pendant 1 an, 2 ans, ils finissent pas la licence. Dis-moi, j'ai envie de vous faire confiance. Je vais faire un truc. Théoriquement, je devrais pas le faire. Donnez-moi votre dossier, ben, je vous inscris. Le mec, il m'a donné une place que finalement, je vais pas dire que je méritais pas, mais j'aurais pas dû l'avoir, cette place, si tu veux, dans les règles telles qu'elles étaient. Le mec, il l'a fait. Et je lui dois beaucoup. Tu vois, ce monsieur qui m'a inscrit à la fac alors que j'aurais pas dû l'être, euh, euh, le directeur qui m'a mis en L3 alors que j'ai pas validé ma L2. J'ai validé ma L3 avant ma L2. C'est une dinguerie, en fait. Il n'y a que moi pour faire ça. Mon pote que j'ai fait rentrer en master, ça a été que des moments humains, en fait. Bah, finalement, ça a changé ma vie. L'échange qu'on a eu, même moi qui suis venu te parler, tu vois, on a super bien échangé. Je pense qu'on sous-estime en science l'importance que c'est des gens, pas forcément tout le monde, même pas forcément tout le monde, on touche pas forcément tout le monde, et il faut être un peu, voilà. Mais les relations fortes avec les gens, c'est peut-être une des choses les plus importantes dans la vie. Et ça ne prend pas à l'école. Et c'est ainsi que s'achève cette discussion. Si tu souhaites retrouver les formations auxquelles Max a fait référence, ces formations dont il s'est servi pour prendre un nouveau départ, je t'invite à regarder le premier lien dans la description. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.